Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous accueillir pour cette session de webinaire de BSI. Donc comme vous voyez à l'écran, le webinaire va bientôt commencer. Donc je me présente, Julien Richard, et j'aurai le plaisir de vous présenter cette session de webinaire relatif à l'ISO 27001 2022. Donc on va attendre que, je vois que le nombre de participants continue à monter, on va attendre jusqu'à peu près 9h05 pour que tout le monde puisse se connecter. Quelques éléments d'informations préalables relatifs à cette session. Donc tous vos micros sont désactivés. Par contre, je vous invite cordialement et je vous incite à le faire, à poser toutes les questions que vous auriez envie de poser dans le champ réservé, et je prendrai quelques minutes à la fin de cette session pour y répondre. Et par ailleurs, si on avait le plaisir d'échanger par la suite, ces questions aussi pourront d'autant plus spécifiquement contribuer à nos échanges. Donc la session est enregistrée, donc vous recevrez par ailleurs un lien vidéo à l'issue, j'y reviendrai, et puis vous recevrez un email, comme vous voyez à l'écran, avec un accès à la présentation. On va attendre encore quelques minutes avant de commencer le webinaire. Parfait, je crois que nous allons commencer. Donc encore bonjour à tous et à toutes, heureux de vous accueillir à ce webinaire BSI, l'ISO 27001 2022, un outil de confiance du numérique et de la protection de données de vos clients. Donc très heureux de pouvoir partager ce moment avec vous. C'est une première session de webinaire sur ce sujet majeur pour les organisations aujourd'hui. Premier d'une longue série, puisque c'est une campagne nationale d'information que BSI a décidé d'organiser en France pour aider les organisations à faire face, je dirais, à cette opportunité, et en même temps, beaucoup d'entre elles appréhendent cette transition. Donc, évidemment, l'objectif est qu'on puisse vous apporter notre support et qu'on puisse vous faire part de notre expertise. Donc, en termes de présentation, très simplement, donc, je suis business développeur, développement manager chez BSI depuis maintenant 8 ans. Donc, en charge, entre autres, des questions de certification touchant à la sécurité de l'information, mais également la privacy, la RSE, donc ayant eu le plaisir de travailler avec de nombreuses sociétés, aussi bien ESN que start-up, dans des domaines aussi variés que le médical, que l'IoT, que dans l'industrie ou dans les services. Donc les problématiques de sécurité de l'information, sous-entendu, concernent tous les secteurs d'activité et pas simplement évidemment les sociétés dites technologiques qu'on voit tous les jours. Et je vais y revenir. Donc très heureux de pouvoir présenter cette session avec mes collègues pour vous. Donc en termes d'agenda, vous voyez à l'écran le déroulé. Globalement, le but étant de faire un focus sur le contexte associé à l'édition de la nouvelle version de la 27001, préciser objectifs et structure de cette nouvelle version, les exigences de matière de contrôle. Il y a des évolutions importantes à aborder. Évidemment, répondre à certains éléments sur comment mettre en place cette nouvelle version, et pour les entreprises certifiées, comment mettre en place un système de management ISO 27001, et aussi aborder un point qui est fondamental aujourd'hui, en quoi l'ISO 27001 est un support pour répondre aux différentes réglementations. Il y en a de plus en plus, et je sais que beaucoup d'entre vous, vous pouvez aujourd'hui vous poser des questions à ce sujet, et je m'efforcerai de vous apporter certaines réponses.
et revenir sur comment réussir le processus de certification de transition. Il ne faut pas voir ça de manière anodine, puisque c'est réellement un nouveau standard, en tout cas, qu'il faut prendre en compte comme tel. Et donc, à la fin, comme je le disais, quelques minutes pour répondre à des questions que vous auriez posées dans le champ commentaire. Donc, n'hésitez pas. En introduction, quelques mots sur BSI. Vous voyez à l'écran les points importants dont nous sommes très fiers, en particulier sur le fait que nous sommes une organisation à charte royale. Donc, tous nos bénéfices sont investis dans la création de normes. Donc, en France, on dit une société à mission. Et notre mission depuis plus d'un siècle, c'est globalement de contribuer à la diffusion des bonnes pratiques dans le monde et faire que ces bonnes pratiques puissent favoriser les échanges, la communication, la transformation, la résilience des organisations, et globalement que ces bonnes pratiques puissent aider de manière durable la transformation des sociétés. Donc, on est membre fondateur de l'ISO, à l'origine de la création de l'ISO 27001 et de plus de 37 000 standards, et une grande fierté également récemment, vous voyez en bas, participation à de nombreuses actions sur la publication de standards environnementaux. En particulier, avec, à l'occasion de la COP27, BSI a été en charge du comité qui a pu aboutir à l'édition de la Net Zero Guidelines, vous pourrez trouver sur le site de l'ISO, donc c'est une fierté nous concernant, puisqu'on sait qu'elle est attendue par beaucoup d'organisations, sujet qu'on pourra aborder également si vous le souhaiteriez par la suite. Notre mission, très clairement, c'est de permettre un avenir durable pour les organisations, mais il ne peut pas y avoir un avenir durable évidemment sans compréhension, sans évidemment maîtrise des pratiques et sans capacité d'innovation. Donc la difficulté aujourd'hui, c'est que faire qu'une organisation puisse évoluer, se transformer, que les salariés puissent eux-mêmes évoluer et appréhender les meilleures pratiques. Et en cela, nous, on essaye d'avoir un rôle de support, de proposition, évidemment de collaboration par des audits avec un haut niveau d'expertise qui puisse permettre de créer une dynamique forte dans l'entreprise pour qu'elle soit capable de se projeter sur l'avenir. En termes de vision, et c'est un point fondamental quand on parle de cybersécurité, la pérennité d'une organisation, on en est intimement convaincu, est liée à sa capacité de pouvoir anticiper, se préparer pour répondre et s'adapter à des changements qui, par définition, peuvent être disruptifs. On l'a vu avec le Covid, comme par exemple aussi la guerre en Ukraine actuellement, et des crises qui parfois, évidemment, sont par définition aussi imprévisibles ou d'une intensité telle que la continuité d'activité peut être mise en question. Donc, toute la question aujourd'hui, parce qu'on voit bien que le risque zéro n'existe pas en cybersécurité, c'est de comment faire pour que votre organisation puisse se pérenniser dans des turbulences. Et en cela, je vais y revenir, les certifications ont un rôle actif à jouer et l'ISO 27001 a un rôle majeur à jouer et peut grandement vous aider si tout du moins elle est mise correctement en place. Quelques éléments d'information sur les standards que nous avons pu développer au cours du temps, juste le focus en particulier que vous voyez à l'écran sur la sécurité de l'information, fierté chez BSI d'avoir initié dès 1995 le tout premier standard en sécurité de l'information avant même l'ère de la bulle Internet. Encore une fois, notre métier, premier la prospective et le développement de normes et la certification par la suite, mais également les séries qualité, environnement, continuité d'activité avec la 22301 ou santé sécurité aujourd'hui avec la ISO 45001. Autant de sujets inspirés directement par le travail et l'expertise de BSI avec de nombreux partenaires. Mais évidemment, notre rôle était d'avoir un leadership pour inciter au mouvement, à la transformation et faire que ces normes aujourd'hui soient reconnues au niveau international, et ce qui est le cas pour de plus en plus de standards aujourd'hui dans le monde. Voilà, vous avez à l'écran, ça me paraît important d'illustrer cette expertise et c'est vraiment pour nous un point important puisque beaucoup de nos clients aujourd'hui peuvent faire valoir aussi que par la certification BSI, ils ont, je dirais, accès à une expertise unique qui a plus de 30 années d'existence dans la sécurité de l'information et qui est, je dirais, forte et surtout réputée, hein, puisque des milliers de personnes ont pu, durant cette période, découvrir des normes en SI par le travail développé et mis en place par BSI. Quelques exemples de standards que nous avons pu éditer au cours du temps. Je ne m'attarde pas là-dessus, mais sachez que voilà, c'est autant de standards, de bonnes pratiques, hein, qui peuvent à un moment donné peut-être être utiles aussi pour la consolidation de votre système, parce qu'on parle de système de management aujourd'hui, mais il peut y avoir une dimension produit. Et sachez qu'on a aussi une expertise produit si besoin n'était. Des rappels sur les bénéfices des systèmes de management ISO 27001. Beaucoup d'entre vous sont soit des entreprises certifiées, des consultants, mais d'autres ne le sont pas encore et se posent des questions. C'est important aussi d'en avoir conscience. N'hésitez pas à vous lancer, je dirais, dans cette aventure. Elle est évidemment en termes de ROI
comme vous voyez à l'écran, très bénéfique. Hein, c'est les résultats issus d'une enquête réalisée auprès de clients certifiés après 2 années sur la version 2013. Donc, vous voyez par exemple en termes de baisse de réduction de risque, plus de 75% d'entre elles ont observé une baisse significative, d'amélioration de la compétitivité, de capacité d'aider à protéger l'organisation. Donc, tout ça, ce ne sont pas que des chiffres, dépendent en grande partie de votre capacité à piloter globalement la gouvernance et faire que la certification puisse monter en maturité. Mais évidemment, demain, avec la version 2022 de la 27001, vous aurez encore plus d'outils pour que ce ROI soit important. Et évidemment, les investissements réalisés sont rentabilisés. Ça, il ne faut pas en douter, parce que je sais que beaucoup d'entre vous peuvent se poser la question et appréhendent souvent de se lancer dans la certification en pensant que l'investissement ne sera pas in fine rentabilisé. Sans parler évidemment de la capacité de réaction. Face à des cyberattaques, c'est le risque primeur aujourd'hui, avec un coût moyen estimé à 1,5 million d'euros pour une cyberattaque auprès d'une PME de 50 salariés. Donc, le ROI aussi est assez explicite. Le contexte relatif à ce nouveau standard, donc contexte général, là-dessus, je pense que beaucoup d'entre vous le savez déjà, explosion des cyberattaques, augmentation des poids des réglementations, je vous en ai mis quelques exemples, mais il y en a bien d'autres. Et aujourd'hui, il y a des réglementations, comme vous pouvez le voir, à l'échelle européenne de plus en plus, avec aussi une sectorialisation importante, hein, si on considère ce qui peut impacter les plateformes, au niveau national aussi avec le Cyberscore en France. Vous avez récemment aussi la NIS 2 qui a été mise à jour, la réglementation DORA pour le secteur financier, et on voit apparaître une sectorisation de plus importante, comme on l'a pu le voir en qualité, hein, avec des normes sectorielles, et très probablement il y aura des déclinaisons de plus en plus d'obligations, tout du moins de réglementation cyber, ou SI, secteur par secteur, en tout cas pour les secteurs les plus sensibles, ce qui sous-entend qu'elles seront de plus en plus imposées pour des entreprises, comme on peut le voir dans l'aérospace, l'automobile, les dispositifs médicaux. Il y aura sûrement de plus en plus d'obligations sectorielles qui vont se mettre en place petit à petit, et l'ISO 27001 vous aidera à y répondre. Les chaînes de production, audit de supply chain sont de plus en plus complexes. Ça, c'est un grand point. Aujourd'hui, on voit bien que beaucoup d'origines de cyberattaques sont aussi liées à cette diversité des chaînes de supply chain, et votre capacité de maîtrise, de contrôle, de compréhension de ces chaînes est essentielle pour pouvoir faire face globalement aux menaces et pouvoir surtout même aussi les aider, les challenger dans leur capacité de faire face aux risques cyber. Donc on le voit dans beaucoup de secteurs, les grands donneurs d'ordre doivent avoir un rôle majeur dans la promotion des bonnes pratiques, y compris dans la promotion de l'ISO 27001. Les exigences des clients, l'augmentation du risque de manière générale à travers du fait de la digitalisation de l'économie et des services sont autant de facteurs qui fait qu'aujourd'hui tout définit et je dirais caractérise le fait que le moment est critique, mais en même temps il faut voir ça comme une opportunité. Tout dépend je dirais des actions mises en place pour y faire face. Alors j'aime bien montrer en introduction de l'ISO 27001 cette photo qui explicite pour beaucoup d'entre vous peut-être des situations du vécu entre une problématique souvent de technologie, de procédure et de capacité de compréhension de l'individu qui font que globalement, une grande difficulté aujourd'hui, c'est que des surinvestissements dans l'IT peuvent à un moment donné avoir une pertinence, mais souvent peut être fait sans pour autant de réflexion sur la capacité de compréhension et d'application des personnes. Et les procédures sont souvent dans un pays comme la France, qui est un magnifique pays, mais une culture nationale. Et s'il y a trop de procédures et si celles-ci ne sont pas agiles, flexibles, de même, elles ne seront pas comprises et applicables. Donc, évidemment, il faut avoir conscience de cela et je dirais éviter que, si je vais faire un jeu de mots, que les salariés fument trop dans l'entreprise, hein, au-delà de la question de la santé, tout simplement, mais évidemment surtout qu'ils puissent prendre conscience de leurs responsabilités. Mais ça, c'est aussi au leadership de leur donner les outils pour comprendre en quoi ils sont responsables et comment agir dans des situations de risque. Pourquoi l'ISO 27001 a évolué? Très clairement, aujourd'hui, la manière de travailler a évolué fortement depuis en particulier la crise Covid, mais pas que. Il y avait déjà une tendance forte avant du fait de la digitalisation. Et évidemment, aujourd'hui, hein, que ce soit du travail à distance, de la mobilité croissante, tout fait que les facteurs de risque se sont aussi démultipliés. La digitalisation des organisations aussi a
provoquer, je dirais, une complexité. J'en ai parlé il y a quelques instants, des chaînes de communication de sous-traitance. Et ça, évidemment, les cybercriminels ont développé une intelligence sur l'analyse, je dirais, de cette structure digitale des organisations. La cybercriminalité s'est développée aussi de manière industrielle. On le voit aujourd'hui en termes d'espionnage et en facteurs géopolitiques avec la cyberguerre. Et l'approche IT aujourd'hui, elle est nécessaire, utile, mais clairement pas suffisante quand il s'agit de faire face à l'ingénierie sociale ou aussi à des approches, je dirais, plus traditionnelles de vol de données qui existent toujours. Il ne faut pas perdre de vue que la cyber est une chose, mais les vols de données, ça peut être aussi des clés USB, des vols physiques, l'observation, de l'écoute. Ça peut être beaucoup d'éléments aussi de cette nature. Principaux changements. Donc, on va parcourir globalement les principaux changements associés de l'ISO 27001 2022. Vous voyez en bleu les changements considérés et exprimés comme mineurs, tout du moins importants, tu aurais peut-être que, en tout cas, s'exprimer en rouge. Donc, comme par exemple, un élément d'information sur la restructuration de la numérotation, mineur au sens impact sur la transition, mais majeur quand même au sens de l'harmonisation, puisque dorénavant, la structuration de la norme est convergente avec toutes les autres normes ISO, ce qui ouvre une porte, évidemment, vous l'avez compris, à l'intégration de l'ISO 27001 avec toutes les autres normes ISO et à la mise en place de systèmes totalement intégrés. Pour information, on réalise déjà des audits, par exemple, intégrés ISO 9001, 27001. Il y a une tendance aujourd'hui, même avec la déclinaison environnementale. Et ce qui est sûr, c'est que pour beaucoup d'entre vous, c'est peut-être une première certification. Sachez qu'elle apparaît peut-être complexe dans sa mise en œuvre, dans son pilotage, mais que clairement, demain, si vous aviez le choix de rajouter des briques du fait de cette harmonisation en matière RSE, business continuité et j'en passe, les choses seraient beaucoup plus simples, en tout cas, seraient facilitées. Le point 4.4 est très important, puisque dans la nouvelle version de la norme, maintenant, dorénavant, il y a une nécessité, une obligation que le système de management décrive clairement le processus et les interactions associées à ces différents processus, et surtout que vous décriviez les modalités que vous mettez en place pour maintenir votre système de management. Donc là, il y a une dimension très forte, évidemment, de continuité, je dirais, du SMSI, et surtout d'une capacité que l'organisation doit prouver de gestion de crise, hein, et non pas simplement d'incident. Et vous devez démontrer, évidemment, une organisation qui aurait anticipé les actions à mettre en œuvre pour faire que votre SMSI puisse continuer à fonctionner dans les situations les plus critiques. Et surtout, la maintenance du SMSI doit être évidemment associée à une capacité d'évolution, d'adaptation selon les éléments de menace observés, selon les incidents. Et c'est important parce qu'on a pu observer que beaucoup d'organisations peuvent parfois, une fois certifiées, pouvoir avoir tendance un peu à relâcher, je dirais, la pression. Ils sont confrontés à des problématiques de développement, mais évidemment, un SMSI qui ne serait pas maintenu a vocation à un moment donné à être suspendu et il ne pourrait pas se pérenniser dans le temps. Donc cette dimension de maintenance, elle va imposer dans votre transition de consolider peut-être aussi votre dynamique interne et surtout la capacité de vos équipes à répondre à ces questions durant les audits. En termes d'exigence sur les interactions, les processus, globalement, aujourd'hui, il y a une problématique qui était de synergie, de convergence avec les autres référentiels. Donc maintenant, c'est plus le cas avec la clause 4.4, puisque c'était quelque chose qui était demandé dans les normes telles qu'ISO 9001, 14001 et encore bien d'autres. Et maintenant, évidemment, c'est exigé dans l'ISO 27001. Donc la notion d'interaction, c'est important. Un processus n'est pas un vase clos. Et donc l'ISO 27001 2022 fait clairement aussi apparaître que ce qui peut se passer d'un côté a un impact de l'autre et de manière proche, le principe d'itération. Et donc c'est très, très important évidemment que vous puissiez aussi bien mesurer quelles sont les interactions au niveau de votre système de management et quelles interactions à un moment donné peuvent impacter tel ou tel processus. Le point 5.3, clairement définir les rôles et responsabilités. Aujourd'hui, il y a une notion de responsabilité qui prend un peu plus de volume, qu'on considère la notion de maintenance et d'animation et de pilotage, qui a renforcé, mais préalablement, il y avait aussi une problématique de communication. Donc maintenant, il y aura des obligations clairement définies d'avoir une cartographie explicitée, évolutive, connue, et vous devrez prouver et démontrer comment vous avez pu communiquer à l'échelle de l'organisation sur, à un moment donné, qui fait quoi et quelles sont les responsabilités associées à votre SMSI. Donc là, c'est aussi une dimension importante pour
ne pas responsabiliser simplement les pilotes de processus, parce qu'évidemment, c'est à l'échelle de toute l'organisation que la responsabilité doit se poser, pas simplement d'un pilote dans son bureau, sinon votre système ne fonctionnera pas. Autre changement, clause 6.2, donc exigence, j'en disais quelques mots, de surveiller de pilotage, mais pas simplement du fonctionnement du SMSI, des objectifs que vous avez préalablement fixés, qui peuvent évoluer évidemment dans le temps. Donc ces exigences à un moment donné sont à surveiller, puisqu'il faut voir si les objectifs fixés sont bien en cohérence avec une réalité de ce que l'entreprise peut vivre, puisque une entreprise est par définition vivante au sens lié à une activité commerciale, de développement de nouveaux produits, je dirais un développement physique, structurel, et évidemment les objectifs en termes de sécurité de l'information peuvent être confrontés à une dualité. Est-ce qu'ils sont cohérents avec ce développement? Est-ce qu'ils sont cohérents avec les moyens mis à la disposition? Et là, ça renvoie aussi une dimension de responsabilité de la direction, puisque il y a aussi une nécessité de suivre dans le cadre des processus de revue de direction si les moyens alloués sont cohérents avec les objectifs fixés. Clause essentielle 6.3 dans la nouvelle version de la norme, les changements doivent dorénavant être suivis, contrôlés, mais aussi surtout associés à un plan précis de contrôle. Trop souvent jusqu'ici, dans le cadre en particulier l'exigence de la version 2013, les exigences, je dirais, de suivi des plans d'action correctifs ou d'évolution n'étaient pas suffisamment suivis. Hein. Et donc là, dorénavant, clairement, dans le cadre de la nouvelle version de la norme, les organisations devront démontrer, d'une certaine manière par un processus à part entière, une capacité de suivi, de pilotage de la transformation liée soit à des non-conformités, soit des opportunités, soit simplement à des nouvelles menaces. La notion de changement peut être liée à une nouvelle menace identifiée au cours du temps, un incident détecté sur le marché auprès d'un concurrent, une technologie qui s'avère, je dirais, dysfonctionnelle et autres. Donc, à tout moment d'une temporelle, un changement peut s'opérer. Et de ce point de vue-là, vous devez pouvoir démontrer une action corrective et un plan implémenté. Donc, ce qui sous-entend des indicateurs, un contrôle et donc une capacité de suivi. L'organisation doit également déterminer comment vous communiquez auprès de qui et par qui et sur quelle temporalité. Ça, c'est évidemment aussi très important. Alors, dans le cadre de la préparation de ce webinaire, on a décidé de faire quelques focus sur des points clés et un focus essentiel nous paraissait à faire dans le cadre de la transition, qui n'est pas anodine. Hein. Il ne s'agit pas juste de rajouter des blocs et des briques par-ci par-là. Si vous entendez ce discours, faites attention. En tout cas, ce n'est pas la vision et l'approche de BSI. Clairement, l'objectif, c'est de faire monter en maturité le SMSI dans une situation de menaces de plus en plus fortes, de défis technologiques de plus en plus fortes. Et aujourd'hui, le niveau de cadre de responsabilisation de l'organisation imposé par la version 27001-2022 doit permettre de démontrer que, comme je disais il y a quelques instants, que l'organisation met en place tout ce qu'il faut pour maintenir et consolider son SMSI. Donc ça, c'est essentiel, puisque globalement, le nombre de certifiés en France a augmenté ces dernières années, mais les 60 certifiés en 2013, on voyait, on partait de loin. Aujourd'hui, on va atteindre plusieurs centaines à la fin 2022, à peu près 700-800, mais globalement, ça reste très peu. Et ce que je veux dire par là, c'est que beaucoup d'organisations sont dans la fin d'un premier cycle, donc ont un niveau de maturité, je dirais, correct, mais il faut considérer aujourd'hui qu'une maturité de SMSI, c'est à peu près 6 à 9 années en termes de capacité de gestion d'audit, de résilience, de transformation, d'appréhension des incidents. Donc le continuum que vous voyez à l'écran, c'est globalement les différentes étapes de montée en maturité sur lesquelles on peut vous accompagner, que ce soit en termes, j'y reviendrai, d'action de support de formation et évidemment d'expertise d'audit, qui pourront vous donner des clés pour d'autant plus tirer vers le haut votre organisation. Mais la nouvelle version de la norme, très clairement, va être à un moment donné un tremplin et il y a une transition, je dirais, qui serait dans la communication que vous en ferez auprès de vos salariés, non réussie ou tout du moins insuffisamment peut-être prise au sérieux, ne vous mettra pas dans cette dynamique et clairement ce serait une opportunité ratée. Donc c'est un point important parce que c'est une nouvelle certification, il ne faut pas voir ça simplement comme des blocs additionnels, erreur qui peut être parfois perçue quand il n'y a pas des changements qui apparaissent comme radicaux. Donc clairement, il faut présenter, c'est l'approche qu'on peut vous recommander aujourd'hui, ça comme une certification nouvelle pour projeter votre organisation sur une structure plus forte. Donc, un des enjeux de la transition sera évidemment d'être en mesure de démontrer cette dynamique durant vos audits, mais au cours du temps, hein, puisqu'évidemment, le but, c'est que vous puissiez
vous intégrer dans ce continuum de la résilience en termes de sécurité de l'information avec 4 grandes étapes que vous voyez à l'écran. Autre changement, le changement brique au niveau de la clause 8.1, établir des critères précis globalement associés à la sécurité de l'information et au niveau des processus, et pour qu'il y ait des contrôles évidemment qui soient adaptés et analysables. Hein. On peut observer que parfois les critères n'étaient pas suffisamment précis et que l'explicitation des contrôles non plus. Donc j'y reviendrai dans quelques minutes, mais la nouvelle version de la norme donne beaucoup plus d'éléments pour trier, classer, catégoriser les processus et faire que les contrôles soient mieux pilotés. Donc en termes de clauses, aussi évidemment, l'approche au niveau des internes, des audits internes de la revue de direction, c'est important, sont maintenant dorénavant harmonisés, ce qui ouvre la porte évidemment un processus totalement intégré de revue de direction, d'audit interne, avec pourquoi pas, et si vous souhaitez on pourra en reparler également, des actions, je dirais, de support pour mettre en place des audits internes intégrés, ISO 9001, 27001, voire pourquoi pas ISO 14001, ou business continuity, selon les standards qui peuvent vous intéresser ou avec bien d'autres normes. En tout cas, la logique d'audit interne n'est pas simplement liée à un SMSI, elle est liée à l'échelle de l'organisation, puisqu'un audit interne, in fine au sens de l'ISO, et on y croit fondamentalement chez BSI, est un outil de pilotage stratégique pour la direction, par le biais de la revue de direction, pour identifier évidemment ce qui à un moment donné menace l'entreprise, qui va dans le bon sens, là où les actions sont à mettre en œuvre pour sécuriser le devenir de l'entreprise. Donc un audit interne aujourd'hui, dans cette nouvelle version de la 27001, n'est pas simplement un outil de préparation à la certification et de contrôle du bon fonctionnement du SMSI, c'est globalement devenu et doit être un outil de pilotage de la stratégie de sécurité de l'information. Et c'est une des briques dont on parle aujourd'hui quand on parle de gouvernance. Donc il faut voir ça de manière globale. La SI, c'est une des briques de la gouvernance de l'organisation dorénavant. Le point 10.1, c'est l'amélioration continue. Évidemment, c'est fondamental. C'est aujourd'hui renforcé cette notion dans l'ISO 27001-2022 avec la nécessité d'avoir un suivi plus précis des plans d'action correctifs d'une année sur l'autre et évidemment aussi un pilotage des processus spécifiquement définis pour cela. Autre point clé, donc à retenir, je dirais, item numéro 2 essentiel, donc définir et structurer les processus globalement, interactions, processus aujourd'hui sont liés et les interactions entre processus sont fondamentalement à comprendre et à connaître. Elles évoluent au cours du temps et clairement aujourd'hui la 27001-2022 donne plus de clés pour pouvoir mesurer et surtout développer des processus adaptés à la réalité de l'organisation et des risques auxquels l'organisation est exposée. Et aujourd'hui, en termes de contexte, l'organisation devrait être en mesure de comprendre son contexte interne, externe évidemment, et de mettre en place les processus et interactions adaptés et au maintien du SMSI. En termes d'organisation ou de planification, il faudra aussi avoir une approche qui soit plus agile, flexible, pour que, évidemment, l'organisation puisse faire face à des menaces qui elles-mêmes sont de plus en plus évolutives et surtout à des transformations qui aujourd'hui vont particulièrement vite, que ce soit d'un point de vue digital, technologique ou au niveau économique. Donc, il y a aussi une nécessité que ces processus ne soient pas rigides et puissent évoluer au cours du temps. Et ça, c'est un point fondamental. En termes opérationnels, évidemment, la notion de critères dans la construction mise en place et le contrôle des processus est clé, puisqu'un processus a vocation à se transformer, a vocation à s'adapter, mais s'il n'y a pas de critères ou de briques, s'il est abordé de manière, je dirais, exclusivement liée à un risque, à un moment donné, évidemment, il sera moins agile et la 27001-2022 donne des éléments de réponse et j'y reviendrai dans quelques secondes à ce sujet. Justement, donc, pour parler de ces aspects critères et je dirais informations relatives au processus, donc je vous ai parlé quelques instants de l'annexe A de l'ISO 27001-2022 et donc en particulier l'ISO 27002 qui définit les différents contrôles associés à la mise en place d'un SMSI. Donc, il est important de retenir différents éléments sur le fait que d'un côté, vous avez une réduction du nombre de contrôles qui passe de 114 à 93. Ces contrôles sont considérés comme non obligatoires, mais les omissions doivent être plus justifiées qu'elles ne pouvaient peut-être l'être demandées dans leur justification par le passé. Alors, savoir que quand on dit non obligatoire, évidemment,
faire très attention. Vous ne pouvez pas omettre de en mettre en place dès lors que votre analyse de risque aura défini que des risques associés à telle ou telle menace sont présents pour votre organisation. Donc, la notion d'obligation, c'est simplement expliciter si certains d'entre eux peuvent peut-être, je dirais, être satisfaits par d'autres processus. On peut envisager peut-être un fonctionnement qui soit assoupli ou peut-être simplement parce qu'il y a des activités qui peuvent être exclues à un moment donné du périmètre. Mais en tous les cas, ça doit être fortement précisé et justifié et ça se traduira dans votre déclaration d'applicabilité. Donc, un point important, dorénavant les 4 catégories associées au contrôle. Donc, vous avez organisation, catégorie organisationnelle, personnes physiques et technologiques. Donc là, c'est aussi pour responsabiliser l'organisation, la pousser à comprendre ce qu'est une approche processus et à catégoriser les choses de manière, à un moment donné, à avoir un focus adapté sur le risque associé. Donc très clairement, ça va pousser et permettre d'un autre côté une agilité plus forte, puisque chaque structure pourra évidemment avoir une vision plus claire du fonctionnement et peut-être aussi de la difficulté de monter en maturité. Peut-être certaines d'entre elles pourront voir en termes d'observation, non-conformité, problématique, que sur des aspects physiques, ça peut être lié par exemple à un développement structurel, physique à l'export important, il peut y avoir à un moment donné des remarques plus ou moins importantes. Pareil au niveau des personnes, s'il y a un grand nombre de recrutements à un instant T ou de turnover, organisationnel s'il y a un changement de leadership, de gouvernance, technologique s'il y a beaucoup d'innovation. Donc ça peut permettre en tout cas de structurer, de faire des focus et donc des alertes et donc de la prévention aussi, d'avoir une capacité de pilotage plus forte et d'anticipation plutôt que sur la version 2013 où les processus étaient souvent listés sans catégorisation, ce qui renforçait à un moment donné une vision un peu excusez-moi le terme, un peu lourde et un peu massive, et peut-être pas, et surtout pas très agile et lisible. Hein. Donc, cet assouplissement et cette catégorisation est très bénéfique. Elle va permettre de rationaliser, de regrouper, de clarifier et de faciliter un pilotage plus efficace. Hein. Concernant l'ISO 27002, version 2022, donc l'ensemble de références des contrôles, évidemment, génériques sont spécifiques. Grande nouveauté, incluant des conseils de mise en œuvre. Donc, ça va vous aider également, et ça, donc, je vous inviterai à suivre d'autant plus d'informations au sujet. La compréhension des conseils de mise en œuvre sera fondamentale pour le pilotage et l'adaptation au processus. Il y a certains nouveaux contrôles, hein, j'y reviendrai dans quelques instants, mais aussi certains contrôles que vous avez mis en place sur la version 2013 sont évidemment pérennisés, mais pour autant, vous devrez appliquer les conseils de mise en œuvre définis, présentés dans la version 2022. Hein, donc, ne pas avoir en tête simplement dans cette nouvelle version, simplement le fait qu'il y ait des nouveaux contrôles ou pas. Ce serait une erreur. Les contrôles actuels qui satisfont aux exigences ne doivent pas évoluer si ce n'est pas nécessaire. Par contre, dans la mise en œuvre, là, vous avez des éléments à prendre en compte dans la nouvelle version et c'est important de faire un focus. Donc, c'est à la fois monter en maturité je dirais, des processus tels qu'ils sont définis actuellement, et d'un autre côté, mise en place de contrôle si vous étiez soumis nouveau. Je vais y revenir dans quelques minutes. Chaque contrôle a 5 attributs supplémentaires. Donc, la notion d'attribut a vocation à faciliter, comme je le disais sur le slide précédent, l'objet, le tri et la mesure du fonctionnement associé à un processus. Hein. Donc, vous trouvez en dessous les 5 attributs. Donc, vous avez la notion de contrôle, hein, donc de catégorisation, de la propriété en termes de SI, concept de sécurité, ça c'est fondamental, d'attributs capacité opérationnelle et dans quel domaine de sécurité est associé et présent le contrôle. Donc vous voyez que là il y a une logique y compris qui vous permettra d'avoir encore plus un haut niveau indirectement d'audit, puisque évidemment les organismes de certification comme BSI auront vocation à pouvoir s'assurer et vérifier qu'il y a une bonne, je dirais, convergence hein, entre les contrôles, les attributs, et puis évidemment, ça vous donnera la capacité de pouvoir, à travers en particulier l'attribut clé, que vous voyez en rouge, associé aux propriétés ici, de définir évidemment des variables associées à la confidentialité, intégrité et disponibilité des données, éléments fondamental de l'ISO 27001. Donc, tout ça va vous permettre globalement de pouvoir vérifier comment vous couvrez la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité de manière plus forte. Donc, c'est une très bonne nouvelle, hein, puisque jusqu'ici, je dirais la structuration des processus et des contrôles était tout du moins pas suffisamment précisée et puis surtout ne permettait pas
de manière homogène un tri, une analyse et donc une capacité de pilotage et d'adaptabilité. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle de ce point de vue-là. L'ISO 27001 version 27002 pardon 2022 aborde, et c'est assez important de faire un focus sur ce sujet, des concepts de sécurité, cybersécurité pardon, et ça c'est une grande évolution aussi. Donc, dans le cas des attributs en particulier, basé et inspiré de l'ISO 27110 ou des réglementations NIST. Donc, c'est des bonnes nouvelles au sens que, à un moment donné, ces concepts de cybersécurité vont permettre justement de pouvoir voir pour chaque contrôle associé à des problématiques cyber, de bien mesurer le niveau d'identification, de protection, de détection, de réponse et de récupération. Donc ça, c'est quelque chose aussi de nouveau, puisque sous-entend qu'on va à un moment donné, en tant qu'organisme de certification, vous auditez sur cette capacité-là et vous devrez démontrer votre capacité de pouvoir mesurer ce niveau-là. Donc là, évidemment, il y a une notion aussi de montée en maturité, mais aussi de pouvoir mesurer d'un point de vue cyber la robustesse, la solidité d'un contrôle et donc, sous-entendu, pouvoir le faire évoluer. On est toujours dans une logique d'une nouvelle version qui va faire un focus fort sur votre capacité de dynamique, d'amélioration continue et donc de résilience organisationnelle cyber, c'est-à-dire votre capacité de faire évoluer les processus, des contrôles selon cette capacité. Donc, c'est comme pour tout, j'allais dire, dans l'existence, tant qu'on, je dirais, les systèmes ne sont pas mis à l'épreuve, il est difficile de savoir s'il faut les faire évoluer. Donc là, vous avez des outils pour mesurer clairement leur capacité d'évolution, d'adaptation, peut-être aussi je dirais, leur fragilité, et donc possibilité d'orienter soit des plans de formation, soit des investissements technologiques, ou peut-être de revoir carrément, excusez-moi la formule, des contrôles, si tout du moins ceux-ci n'avaient pas été peut-être construits de manière appropriée. Et on revient aussi sur la capacité de compréhension, puisque ces concepts de cybersécurité vont vous permettre aussi en arrière-fond d'identifier ce que les salariés sont en mesure je dirais, de mettre en pratique, que ce soit d'un point de vue technique, d'un point de vue codage, d'un point de vue sécurité physique, d'un point de vue bonne pratique comportementale, en arrière-fond, je dirais, dans ces concepts de cybersécurité, vous aurez une vision de la capacité de votre organisation, la capacité de l'organisation dans la compréhension de ce qu'elle doit mettre en œuvre pour faire face plus efficacement aux menaces. Donc c'est quelque chose de fondamental. Et donc ce framework globalement est inspiré du NIST et ce qui sous-entend aussi évidemment, en arrière-fond, j'y reviendrai dans quelques minutes, que l'ISO 27001 peut ouvrir une porte aussi à une approche, je dirais, de mise en place de certification cyber. Et on sait que pour beaucoup d'organisations, sûrement aujourd'hui connectées, c'est fondamental d'avoir cette déclinaison aussi plus produit, puisque là on parle d'un système de management, mais évidemment, on peut envisager aussi des certifications produits, et sachez à ce titre-là qu'on peut vous en proposer. Autre élément d'évolution de l'annexe A, en particulier de la 27001-2022, donc vous avez différents focus à l'écran sur le nombre de clauses, et en particulier donc les contrôles. Donc, en ce qui concerne les contrôles dits organisationnels, on voit les 4 catégories. 37 contrôles sont définis, 34 existaient, 3 nouveaux. Concernant les personnes, 8 contrôles définis, pas de changement. Physique, 14 contrôles définis, 13 existants, un nouveau. Contrôle technologique, 34 contrôles définis, 27 existants, 7 nouveaux. Donc il y a, vous voyez, une articulation entre l'aspect organisationnel, donc on parlait tout à l'heure sur les nécessités de pilotage, montée en maturité, structuration des processus de manière interactionnelle, et puis l'aspect technologique, où là, très clairement, j'y reviendrai, c'est aussi une évolution qui est liée aussi entre 2013 et aujourd'hui, des situations où il y a une compréhension des menaces qui sont nouvelles et plus fortes, donc différents contrôles techniques qui sont aujourd'hui mis sur la table et qui seront utiles pour votre organisation. Donc les changements de l'annexe A globalement et de la norme 27002 vont permettre à votre organisation de mise en place d'un système qui soit plus adapté, plus simple et surtout plus flexible, et c'est important évidemment quand on parle de sécurité de l'information aujourd'hui. Donc en termes d'exemple de nouveaux contrôles, vous avez à l'écran les principaux, donc en particulier démontrer, ça concerne toutes les organisations, une capacité de renseignement sur les menaces formelles qui puissent peser sur votre organisation,
pour les entreprises qui font, je dirais, l'appel à des services dans le cloud en particulier, de manière générale, avoir des contrôles spécifiques associés à l'ASI dans l'utilisation de services cloud, donc ce qui concerne beaucoup d'organisations également. Donc il y a une capacité aussi de contrôle de ce qui est mis à votre disposition, hein, de pilotage, que ce soit dans la colocation cloud ou physique, hein, ou les deux, parce que les deux se font de pair généralement, et aussi une capacité tout simplement de comprendre et de connaître votre chaîne de sous-traitance en termes de services cloud. Autre exemple, technologie associée à la continuité d'activité, exigence forte aujourd'hui, qui était pas suffisamment pris en compte dans la 27001 version 2013, donc que vous puissiez, de manière générale, avoir un plan technologique qui puisse prendre en compte la business continuité. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on parle de sécurité de l'information, on parle souvent à tort d'un risque zéro, une structure sérieuse, une structure qui n'aurait jamais été victime de cyberattaque. C'est totalement faux et est une erreur presque philosophique. Le plus important, c'est vraiment de pouvoir démontrer à vos clients votre capacité de business continuity. Et je parle du mot business de manière volontaire, puisque c'est ce qu'ils attendent de vous. Donc, comment assurer la continuité du business, y compris dans le cadre de cyberattaques, continuité de service, hein, si on parle de services d'OIV, d'hôpitaux et autres, mais la continuité de service aujourd'hui doit être une dimension bien prise en compte par l'organisation et ce contrôle est essentiel puisque trop peu d'organisations, peut-être jusqu'ici, avaient pensé continuité d'activité. Beaucoup d'entre elles pensaient surtout à résister, à faire face, à éviter, ce qui est important, mais il faut surtout, dans des situations de crise, à penser à continuité d'activité. Et ça, c'est un point essentiel de la nouvelle version. Et ce contrôle A5.30 est fondamental. Pilotage de la sécurité physique renforcé. Donc, dans des contextes aussi sécurité physique associée à des problématiques nouvelles, hein, avec les bureaux, je dirais, mobiles, flexibles, le télétravail, le fait que de plus en plus d'organisations sont totalement virtuelles, ça peut avoir des avantages, mais ça ouvre aussi de nouveaux risques, hein, avec des infrastructures mises à votre disposition en termes de bureaux ou autres qui ne sont pas forcément, qui rentrent dans la chaîne de sous-traitance dorénavant, hein, vous avez moins la main dessus peut-être, ou inversement aussi, des sites et des bureaux de plus en plus dispersés dans le monde, avec une capacité de mesure de contrôle de ce qui s'y passe, y compris dans les logiques de télétravail. Hein. Je rappelle qu'un vol d'ordinateur dans un domicile, c'est aussi une problématique de sécurité de l'information que ne peut l'être une infraction dans un bureau classique. Donc le pilotage de la sécurité physique, le vol de matériel, j'y pense aussi, et à anticiper dans le cas de turnover de plus en plus important ou de vol de data. Donc cette dimension de pilotage SI est fondamentale et c'est un contrôle qui sera de plus en plus évidemment supervisé, surveillé durant les audits. Configuration de la gouvernance, pilotage de votre gouvernance, ça c'est aussi quelque chose qui est un contrôle fondamental. Gestion des informations et des données, c'est un lien avec les données personnelles. J'y reviendrai dans quelques minutes. Autre contrôle, protection des données personnelles. Donc, la masquage est en particulier associé à la fuite de données. Donc, ça, c'est quelque chose qui est lié à la privacy. J'y reviendrai dans le cadre de la réglementation, mais aussi la norme 27001 version 2022 donne plus d'éléments de clarification sur comment protéger les données personnelles, ce qui ouvre une porte, en particulier avec l'ISO 27701 et avec les certifications au RGPD. Hein. Autre élément, je donne un autre exemple, filtrage Internet ou sécurité des codes. Donc, si vous voulez, il y a des contrôles qui étaient pour beaucoup sous-entendus dans la version 2013, mais aujourd'hui qui apparaissent comme tels et qui vont donc sous-entendre, à un moment donné aussi une capacité de pilotage, de formation, d'évolution. Donc, je pense à la sécurité des codes. Là, évidemment, ça va imposer, je dirais, une mise en place vraiment d'une procédure, d'une agilité, d'une adaptabilité de vos équipes pour les entreprises qui font du développement interne. Et il y en a beaucoup. Et surtout une capacité de mesurer l'efficacité des codes et des solutions développées. Donc, ces nouveaux contrôles maintenant sont divers, mais avec un focus très organisationnel et technologique. Et il est important d'en prendre la mesure, ce n'est pas anodin. Et évidemment, pour tous ces aspects, vous devrez aussi prendre la dimension de risque en compte, puisque préalablement, pour les mettre en place les processus, il faudra développer l'analyse de risque préalable adaptée à chacun de ces contrôles.
Éléments d'information sont en quoi l'ISO 27001-2022 peut être un partenaire pour la mise en conformité de votre réglementation, de votre organisation à une réglementation qui est de plus en plus importante, j'en parlais au début, sectoriellement, au niveau européen, national, international, aujourd'hui, avec des dimensions aussi politiques, géopolitiques. On voit que ça bouge beaucoup. Là, rien qu'au mois de novembre et octobre, entre NIS 2, DORA, DGA, DSA, le Cyberat, vous avez entendu probablement aussi parler de la première certification EuroPrivacy reconnue par les 27. Donc, pour information BSA, il y a le plaisir d'être partenaire d'EuroPrivacy. Donc, ça va très vite, mais il faut savoir que, évidemment, il faut différencier à un moment donné le pilotage, la mise en place d'un SMSI, de la mise en conformité. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un socle qui est l'ISO 27001 qui vous permet, j'en parlais pour le NIST, mais c'est valable pour le RGPD, c'est valable pour DORA ou le HDS déjà aujourd'hui, mais valable pour bien d'autres réglementations. Aujourd'hui, l'ISO 27001 est un socle qui peut vous permettre d'autant plus d'arriver dans une approche qui soit efficace et rapide de mise en conformité réglementaire. Et surtout de ne pas prendre, je dirais, ne pas mettre en place une approche qu'on voit trop souvent malheureusement, qui est de se baser sur un texte, une réglementation, faire appel à tout le respect que j'ai pour un cabinet d'avocats ou à des experts techniques et juridiques, et puis essayer de se dire, est-ce qu'on bouche les trous par-ci par-là, est-ce qu'on est, on est bon, on est dans les tuyaux, mais vous avez au final aucun pilotage. Il se trouve que les réglementations, et on le voit avec le RGPD, se transforment de plus en plus en processus de certification, puisque vous avez par exemple pour le RGPD une certification EuroPrivacy aujourd'hui qui va être qui va être un big bang dans les prochains mois. L'HDS qui est une réglementation initialement, mais qui est une certification. DORA qui est une réglementation pour le secteur financier, mais clairement qui ouvre la porte à une certification. Pareil pour le NIS. Donc voilà, il faut avoir en tête qu'une certification, ça amène des processus, un audit, et donc l'ISO 27001 dans sa structure, clairement aujourd'hui, c'est le meilleur moyen de rapidement pouvoir vous préparer à des mises en conformité qui peuvent, de manière générale, vous être demandées par les régulateurs ou des États si vous allez à l'export, dans beaucoup de contextes. Et évidemment, il faut aussi avoir le temps d'y répondre, puisque, par exemple, pour l'ISO 27001, globalement, il faut compter pour une entreprise non certifiée 12 mois pour s'y préparer, pour la transition 6 à 9 mois. Donc, très clairement, il faut anticiper aussi ces demandes, et c'est un point essentiel. Donc, plus votre système 27001 sera mature, plus vous serez en mesure de répondre facilement à des exigences réglementaires de plus en plus nombreuses. Et ça, évidemment, là, j'en parle rapidement. On pourrait rentrer dans le détail pour chacun de ces éléments. Et si vous souhaitiez, évidemment, expliciter en quoi et comment on pourrait vous aider pour parvenir à ces mises en conformité. Processus de transition et principales étapes associées. Donc, globalement, l'édition du standard 2022 était attendue, est arrivée en octobre. Donc, aujourd'hui, on a le plaisir déjà de pouvoir réaliser des audits sur la version 2022 et d'éditer des lettres de conformité dans l'attente de la finalisation des processus d'accréditation. Donc, processus d'accréditation par les organismes d'accréditation qui nous contrôlent, au même titre que vous. Donc, très clairement, aujourd'hui, on peut réaliser déjà ce type d'audit et les accréditations globalement pour chacun des organismes certificateurs seront finalisées, je dirais, dans le premier semestre 2022. Mais en tout cas, si vous aviez besoin d'un processus accéléré de transition pour telle ou telle raison, on peut sachez en tout cas réaliser d'ores et déjà des audits de pré-certification ou des audits de conformité, éditer des lettres de conformité sur la version 2022. Mise à disposition de formation, c'est le cas. Bonne nouvelle, on a un panel extraordinaire de formation, pas extraordinaire, très complet et extraordinaire de formation sur la version 2022 de la 27001, mais également sur l'ISO 27002, pardon, et ça c'est important. On voit que souvent c'est une demande commune de beaucoup de nos clients de faire des formations combinées 27001, 27002, donc n'hésitez pas. La date limite pour passer à la version 2022, vous avez 3 années, donc globalement octobre 2025. La majorité de nos clients, on le voit aujourd'hui, ou des sociétés concernées, se posent sur une base à peu près une transition sur 2024. Voilà, en tout cas, on en reparlera dans le cadre du plan de transition que vous souhaiteriez mettre en place. On sera là pour vous conseiller. Et on peut encore auditer en version 2013 sur des audits initiaux, sachez-le, pour des entreprises qui seraient aujourd'hui présentes et qui ont travaillé sur la version 2013. On peut tout à fait envisager de vous auditer encore jusqu'en octobre 2023 sur la version 2013 et puis dans un deuxième temps, vous aider dans la transition 2024 ou 2025. Donc sachez que c'est tout à fait possible. Durée de l'audit de transition variable selon la taille, complexité, risque.
associé au périmètre, peut être réalisé pendant l'audit annuel ou séparément. Globalement, en termes de durée, pour arriver à la transition, pour une entreprise certifiée, comptez 6 à 9 mois dès lors que le plan est lancé. Et quand je dis lancé, c'est pas juste décider dans un bureau, c'est faire une campagne de lancement, de sensibilisation auprès des pilotes, des managers, des salariés. En tout cas, il faut compter 6 à 9 mois avec une formation évidemment qui soit délivrée de manière qualitative. Durée moyenne pour les entreprises non certifiées, donc ça c'est de manière générale, il faut compter 12 à 15 mois pour à peu près avoir une entreprise certifiée si elle n'a jamais été certifiée sur la version 2022. Donc vous voyez, c'est un cheminement, donc d'autant plus dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui, les menaces, il ne faut pas trop tarder si certaines ont ce projet. Et puis surtout, si on veut réussir une bonne certification, il faut aussi avoir un plan de lancement de formation. Il ne faut pas se précipiter, et c'est aussi pour ça d'ailleurs, pour information, qu'on vous propose des attestations des marches sur la version 2022, si ça peut vous aider à avoir une transition en douceur, une implémentation aussi en douceur, en temporisant auprès des acteurs du marché qui vous mettraient peut-être la pression. Donc, en synthèse, globalement, on arrive au terme de ce webinaire. Je tenais à faire un focus sur les principaux points relatifs à ce que BSI peut vous proposer dans le cadre d'une collaboration pour que vous réussissiez votre transition. Première étape, comprendre les enjeux et les changements associés à la mise en place de l'ISO 27001 2022 et de l'ISO 27002. Donc, au-delà du fait de les acquérir, et là-dessus, je vois une réponse à des questions qui se posent, sûrement sur la version française. Donc là, la version est disponible en anglais pour l'instant. La version française sera éditée dans les prochaines semaines. Donc, normalement, elle sera éditée je pense, courant début d'année, février. Voilà, c'est nos confrères de l'AFNOR qui y travaillent. Voilà, je n'ai pas plus d'éléments à vous donner, mais en tout cas, ça ne devrait pas trop tarder. Mais en tout cas, la disposition, la norme en version anglaise est disponible. Et en termes de formation, aujourd'hui, on vous propose un panel de formation de haut niveau, j'y reviendrai, qui peuvent vous aider dès, pourquoi pas, le premier semestre 2023 pour commencer à instaurer cette dynamique et aller vers l'étape 2 qui doit se faire de manière concomitante. Il ne faut pas penser transition je dirais, de manière centrée sur une équipe, par exemple, de pilotes. Il faut tout de suite annoncer à l'ensemble de l'organisation que ce processus est fondamental dans la consolidation du SMSI. Et là-dessus, évidemment aussi donner des objectifs, et nous on peut vous aider par des réunions de lancement d'information, d'officialisation de la transition auprès de pilotes de processus, managers, salariés, pour leur expliquer les étapes, les enjeux, et y compris, si besoin n'était, peut-être de redynamiser l'implication de certains ou de certaines pour qu'à un moment donné, ce soit un processus vraiment de transformation et pas simplement de rajouter des nouveaux modules ou contrôles par-ci par-là. Si cette approche, en tout cas, était mise en place, in fine, elle n'aboutirait pas à un système efficace. En tout cas, ce n'est pas la vision qui est la nôtre. Il faut vraiment que ce soit un processus de transformation pour que votre organisation soit d'autant plus forte. L'étape 3 sera globalement, évidemment, implémentée, donc en ajustant l'analyse de risque et mettre en place. Et in fine, durant votre processus de mise en place, on vous propose un audit analyse d'écart pour faire un focus sur le moment où vous en êtes. Certaines organisations peut-être sont plus proches de la version 2022 qu'elles ne le pensent, d'autres en sont plus éloignées. Généralement, je vous recommande un mi-parcours. Donc, si vous envisagez la transition 2024, par exemple, si vous commenciez la formation sur Q1, Q2, on peut envisager un audit analyse d'écart sur fin 2023 ou début 2024, par exemple, pour mettre en situation réelle vos équipes par rapport à cette transition. Et puis surtout mesurer les écarts pour s'associer, qu'après vous puissiez faire le travail d'ajustement, que ce soit en interne ou avec les cabinets de conseil avec lesquels vous travaillerez. Étape 4, évidemment la certification. Préalablement, il y a une confirmation dans la planification, ce qu'on appelle une readiness review, pour confirmer au vu de certains éléments que vous êtes vraiment prêt pour la transition. Et une fois que la readiness review est finalisée, on réalise l'audit de certification, mise à jour de votre certificat et plan de communication, parce que très clairement aujourd'hui, c'est aujourd'hui une responsabilité des organisations de se faire certifier, de transitionner sur un processus sur 3 ans. Et pour les autres entreprises qui ne seraient pas certifiées ISO 27001, aujourd'hui on parle de responsabilité numérique, donc on considère que c'est aussi la responsabilité des organisations que d'avoir cette capacité de protection, de pilotage, et donc sous-entend que toute organisation certifiée qui aura mis en place une transition efficace avec une marque de référence comme BSI pourra communiquer d'autant plus efficacement, ce qui sous-entend une reconnaissance de ses clients
du marché, et donc ce qui sous-entend évidemment, in fine, une capacité de perception plus forte de ces solutions, et donc commercialement un bénéfice certain. Quelques exemples de formations, voilà, vous allez recevoir un mail avec toutes les dates des formations publiques. Sachez qu'elle peut se faire en intra et que vous avez également des modules d'e-learning sur les exigences de la 27001 2022, sur la mise en place des changements. Et voilà, c'est très complet, mais encore une fois, toutes les formations, je dirais, sont associées à un plan personnalisé, donc à réfléchir durant un échange. Est-ce qu'il vaut mieux des formations en e-learning, en intra, en public? Sur quelle base? Est-ce que vous faites vos audits internes par vous-même ou pas? On en reparlera. En tout cas, on en sera ravis dans les semaines qui viennent, avec grand plaisir. Je vais prendre quelques questions. Je vois que le temps passe, je m'excuse, mais j'espère avoir le temps de répondre au moins 2-3 questions. On pourra évidemment prolonger ça par la suite. Alors, je regarde dans le chat globalement. Alors oui, je regarde juste qu'il y a eu beaucoup de questions. Je vous en remercie par ailleurs. Donc, question que je vois apparaître sur le plan de transition. Pourquoi on parle de transition? Est-ce qu'on parle plus de transition, de transition que de certification? C'est une nouvelle version, mais ça en reste pas moins une nouvelle certification. Donc, il ne s'agit pas juste, encore une fois, de rajouter des briques et des modules, vous avez raison. On est bien sur une logique d'une nouvelle version qui à la fois impose de faire monter en maturité les systèmes existants, et il va falloir appliquer les conseils de mise en œuvre définis dans la 27001 2022 pour les contrôles existants, les définir aussi les attributs, les catégorisations, et puis pour les nouveaux contrôles qui s'appliqueraient à vous, ben là pour le coup évidemment, il va falloir mettre en place ces processus et ces contrôles, sans parler évidemment de la nécessité de démontrer plus fortement votre capacité de maintenance et de pilotage. Donc, vous voyez, vraiment, on vous conseille d'aborder ça sous une évolution, comme il y en a eu pour la version des 9001, des 14001 en 2015, mais aborder ça sous une forme d'une nouvelle certification, en tout cas d'une consolidation de votre certification plutôt que d'une transition. Autre question, en termes d'audit annuel, oui, donc vous avez des audits pour les entreprises certifiées annuels, évidemment. Vous pouvez envisager c'est ce qui se fait la majorité du temps, ce processus de transition avec votre organisme de certification actuelle ou un autre si vous souhaitez transférer. Mais parfois, les nouvelles normes sont l'occasion peut-être d'avoir un autre regard sur son système, ou en tout cas une autre forme de collaboration. C'est tout à fait possible, d'ailleurs, juste remarque en passant de transférer à n'importe quel moment d'un cycle de certification. Mais en tout cas, les audits de transition peuvent se faire pendant vos audits annuels ou à n'importe quel moment de l'année si vous aviez une urgence. C'est tout à fait possible. En termes d'implémentation, je vois une question qui, j'en disais quelques mots tout à l'heure, qui demandait à peu près une idée de la timeline pour être prêt. Il faut compter globalement à peu près 9 mois avec une bonne formation. Et évidemment, la question de la formation, c'est fondamental parce qu'on peut avoir tendance à se dire je connais la norme, j'ai été certifié, je vais acheter la norme, je vais la lire. Non. Une dynamique de certification, de transition, c'est une dynamique collective. Donc, à un moment donné, la formation, c'est aussi un métier. Je dis ça indépendamment de BSI. Il faut avoir vraiment en tête qu'il faut qu'il y ait une dynamique collective. Sinon, vous allez, vous, en tant que responsable du SMSI, voilà, ou DSI, CTO, je ne sais quoi, selon votre responsabilité dans l'organisation, je dirais, prendre la responsabilité seule de cette transition, alors que ça ne doit pas être le cas. Donc, c'est important que l'ensemble des départements concernés, des pilotes le soient, d'où l'intérêt de suivre une formation pour favoriser des activités, de la compréhension collective et surtout une dynamique, puisque généralement ces formations sont l'occasion aussi d'avoir une dynamique collégiale et une implication de chacun et de chacune. Je m'arrête pour les formations, parce que je vois l'heure et je m'étais vraiment dit que je terminerai à l'heure. Je sais, voilà, moi-même également, je suis un peu frustré de ne pas pouvoir répondre à plus de questions. Comme vous voyez, dans ces prochaines étapes, on aura l'occasion de se reparler. Je l'espère. J'espère que ce webinaire vous a apporté quelques éléments de réponse. Ça reste une sensibilisation. On peut rentrer plus dans le détail et pour cela, on vous propose un échange dédié avec l'un de nos chargés clientèle afin de construire un plan de transition adapté à vos objectifs stratégiques, organisationnels, commerciaux et à vos contraintes. Donc, c'est important de dire que la transition n'est pas uniforme, homogène. Donc, parlons-en. Vous recevrez à l'issue de ce webinaire
la présentation et le lien de visionnage, un toolkit avec des livres blancs en anglais sur l'ASI, la protection des données sur l'ISO 27001, et également transmission du toolkit BSI, comment réussir la mise en place de l'ISO 27001 2022 et renforcer l'efficacité de son SMSI. C'était ce mot que je tenais à dire en conclusion. Cette nouvelle version de la 27001 est une occasion surtout de renforcer votre dynamique, la montée en maturité, de permettre la montée en maturité de votre SMSI et évidemment, au final, de renforcer votre organisation. Merci à vous pour votre attention. J'espère qu'on se reparlera très bientôt. Je vous souhaite une excellente journée et merci à vous.